Bonjour ou bonsoir, c'est selon le moment où vous nous recevez chez vous avec ce plateau qui va se pencher sur la situation des OGM, les organismes génétiquement modifiés, leur situation actuelle, sont-ils toujours dangereux ou pas? Et on va se pencher également sur le moratoire qui accompagne leur utilisation d'un certain nombre de précautions. Alors, à la fin du mois de février, dans un peu plus d'un mois, prendra fin le deuxième moratoire OGM fondé sur le principe de précaution par rapport à l'utilisation des organismes génétiquement modifiés autant dans l'agriculture, l'alimentation et tous les autres domaines de la consommation globale. Moratoire établi pour préserver, vous l'avez compris, l'humanité face aux doutes liés aux probables ou potentiels effets dangereux des OGM sur la santé humaine. Mais à quelques mois de la fin du deuxième moratoire, en septembre 2012, déjà, une expérimentation conduite sur des rats nourris au maïs transgénique NK603 pour être très précis sur son origine et sur le pesticide associé Roundup, tous produits par la célèbre firme des OGM Monsanto. Eh bien, cette étude a révélé des effets sanitaires désastreux. Alors, regain de polémique scientifique notamment sur les OGM à partir de cette expérimentation conduite en 2 ans à l'université de Caen, c'est en France, en Normandie, par le professeur Seralini. Embarras, voire désarroi dans les rangs des consommateurs, à tout le moins méfiance de leur côté face à ces querelles scientifiques sur les OGM qui n'en finissent pas et face à ce moratoire, le deuxième moratoire, eh bien, qui va bientôt venir à expiration. À quel sort donc se vouer? Quels sont les enjeux économiques, scientifiques, humains, éthiques, voire politiques liés à l'utilisation des OGM? Que fait-on au Bénin alors dans cette situation? Parce qu'apparemment, il semble qu'il y a un calme plat du côté officiel. Et pourtant, il existe un comité national de biosécurité sur la question de l'utilisation des OGM et qui devrait être une sentinelle pour veiller à l'application du moratoire qui prend fin, je l'ai annoncé, à la fin du mois de février. Pour parler de ce sujet, donc vous l'avez compris, à enjeu mondial et à effet sans doute national et local pour nos pays sous-développés, avec très peu de moyens de contrôle donc sur les organismes génétiquement modifiés, nous avons invité sur ce plateau, en attendant d'avoir ceux de la partie officielle venir dire ici à l'ERTV ce qui se fait pour nous préserver, nous avons des activistes, je ne vais pas peut-être le dire comme ça, peut-être qu'ils vont réagir, mais des associatifs engagés dans le combat de l'utilisation précautionneuse des OGM. Alors j'ai le plaisir de vous présenter le José Bové national béninois qui, sans être un arracheur de plantes transgéniques comme le célèbre comme écologiste français, eh bien, se bat à travers un réseau national pour la gestion durable des ressources génétiques qu'il a baptisé du nom évocateur et très emblématique de Djinoukoum. Djinoukoum qui veut dire semence en langue française, si je ne m'abuse. C'est tout à fait ça, oui. Djinoukoum signifie semence dans plusieurs langues de chez nous. C'est choisi à dessein. À dessein, c'est un nom symbolique pour pouvoir parler de la lutte que nous menons, parce que lorsque vous arrachez à un paysan, vous en avez à côté de vous la semence, vous lui avez tout arraché, il ne peut plus rien produire. Toute sa raison. Tout à fait. D'où, et puis comme nous luttons pour la préservation de la diversité biologique, donc nous avons choisi ce nom-là pour, disons, symboliser notre combat. Et votre combat est pratiquement vieux de 10 ans et carrément à l'aune du premier moratoire qui a été pris en 2002 où vous êtes sérieusement battu pour faire de la sensibilisation, organiser même des cours internationaux ici au Bénin autour des OGM. Tout à fait. Eh bien, on va c'est tout à fait ça. Donc, Djinoukoum est né en 2002. Et effectivement, notre pays, le Bénin, a pris un moratoire en 2002 aussi pour interdire les manipulations, la commercialisation et l'introduction, l'importation des OGM au Bénin. Et savez-vous qu'en ce moment-là, lorsqu'on a on a pris ce moratoire, on a été célèbre parce que dans le monde, il n'y a pas beaucoup de pays qui aient pris des moratoires sur les OGM. En Afrique, il y avait l'Algérie et puis
le Bénin. Ah, c'est donc à l'actif de notre pays. C'est à l'actif de notre pays. Et de nos dirigeants qu'on a l'habitude de tacler un peu sur un certain nombre Oui, mais malheureusement, on va voir tout à l'heure que les choses qui étaient prévues, qu'il était prévu de faire dans ce moratoire, vraiment très peu de choses ont été faites. Très bien, on va gratter un peu avec vous le volontarisme politique affiché depuis le premier moratoire en 2002 et suivi d'un deuxième moratoire 5 ans plus tard et qui finit à la fin du mois de février prochain. À vos côtés, un Robin des Bois qui se bat également au niveau des consommateurs pour prendre fait et cause pour la santé des consommateurs. Il a un prénom pratiquement prédestiné. J'ai dit Robin des Bois, eh bien il s'appelle Robin Atrombessi, plus précisément, président du Conseil national des associations de consommateurs du Bénin et éditeur également d'une revue, malheureusement jusque-là pas très lue, pas très connue, peut-être faute de moyens. Robin des Bois a donc besoin de moyens. Ce plateau sera l'occasion pour parler de son combat. Merci d'avoir accepté notre invitation et de nous dire la part au cours de cette émission que vous prenez à ce combat sur les OGM. Je vous en prie, monsieur le journaliste, c'est avec un très grand plaisir que nous acceptons de participer à cette émission, car les consommateurs sont très inquiets et nous n'avons pas le droit de laisser toute une population amenée à l'abattage comme des agneaux. Alors, quand vous dites que les consommateurs sont très inquiets, vous voulez parler des consommateurs béninois. On ne sent pas véritablement un certain activisme de la part des Béninois sur la question des OGM. Sinon, on vous voit souvent très actifs sur le champ des GSM. Il y a du G aussi, là, OGM, GSM. Mais bon, oui, ce n'est pas le même combat. C'est vrai, c'est parfaitement vrai. Mais la réalité, c'est simplement parce que les associations ont beaucoup de difficultés pour exister à déjà, avoir les moyens pour communiquer. Parce qu'il faut d'énormes moyens sur le terrain, parce qu'on est sur un terrain éminemment scientifique, le terrain des OGM. Il s'agit de manipulation génétique et donc il faut souvent, il faudra surtout apporter la preuve. On le verra dans le courant de cette émission, la preuve d'un certain nombre d'arguments moraux, éthiques que vous défendez face à certains tenants de la science qui tiennent à ce que la science évolue, y compris par des manipulations génétiques. Et qui mettent beaucoup de moyens. Beaucoup de moyens. Face à vous qui travaillez qui n'avons presque pas grand-chose à part notre foi et notre détermination. Et votre conscience. Oui. Votre conscience. Eh bien, juste en face de vous deux, c'est un agriculteur, je vais le présenter comme ça, donc aussi préoccupé par la question des OGM, puisque les OGM, ça concerne des manipulations génétiques faites sur des semences. Donc, il y a aussi des questions liées à l'enjeu de la préservation des patrimoines semenciers. Et apparemment, vous avez des soucis à vous faire. Monsieur Léopold Lokossou, président de la plateforme nationale des organisations paysannes et des producteurs du Bénin. Oui, merci monsieur le journaliste. C'est une question qui vous préoccupe? C'est une question très préoccupante parce qu'aujourd'hui, nous, les organisations paysannes, je vais dire la plateforme nationale des organisations paysannes, c'est un cadre de représentation et de défense des intérêts des producteurs à la base. Et vous n'êtes pas sans savoir que le monde paysan, c'est la couche la plus vulnérable et on nous apporte tout ce qu'on veut et nous ne sommes plus autant jadis. Le monde a évolué, les producteurs aussi se sont organisés et un peu plus acceptés de n'importe quoi. C'est pour cela que les questions des OGM nous préoccupent beaucoup. Nous avons fait des investigations, on sent bien les effets négatifs de ce OGM. Et aujourd'hui, nous, les organisations paysannes, comme l'a su bien dit M. Seguin tout à l'heure, la semence, c'est la base de la production. C'est notre raison de vivre. Parce que le problème de l'introduction des OGM, c'est question de suivi. Donc nous devons travailler pour voir effectivement si ça profite effectivement au monde paysan. On verra dans le courant de cette émission les raisons pour lesquelles vous avez des raisons d'avoir peur de l'introduction des OGM au Bénin par rapport au patrimoine semencier national. Mais pour des questions de pédagogie, on a parlé d'OGM, de moratoire. Commençons déjà par expliquer au grand public ce que c'est que les OGM. Quand on dit organismes génétiquement modifiés, pour le grand public, à part le public des intellectuels et encore, c'est pas très clair. Qu'est-ce que c'est? Souvent, les Antilles, telles que vous les présentez comme des monstres. Qu'est-ce que c'est? Ah oui. Je dois dire quand même qu'aujourd'hui, quand on dit OGM déjà, il y a quand même un certain nombre de personnes aujourd'hui qui ont commencé à savoir ce que c'est. Parce que ça fait 10 ans que nous travaillons là-dessus, que nous en parlons.
Et je pense que parfois, quand on me rencontre, il dit ah, Djinoukoum, OGM. Et donc, je me dis donc que ce qu'on a fait, ça a fait quand même un petit chemin. Alors, un OGM, c'est une plante, un animal ou un organisme vivant auquel on a soit retiré un gène ou ajouté un gène. Alors, on ajoute un gène, par exemple, pour lui conférer, lui donner un caractère. Par exemple, aujourd'hui, l'exemple le plus simple, c'est le coton BT. Et le coton BT est produit au Burkina Faso, à côté de nous. Qu'est-ce qu'on a fait à ce coton-là, la semence? On lui a ajouté un gène qui lui permet de fabriquer un pesticide juste en poussant. Donc le coton pousse, et en même temps qu'il pousse, dans les racines, dans les plantes, dans les feuilles, il fabrique un herbicide pour attaquer un ou deux ravageurs. Donc on l'a modifié génétiquement pour lui faire jouer ce rôle-là, qui n'est pas le sien au début. Donc on peut ajouter, comme on peut aussi retrancher. Et donc c'est une manipulation faite par l'homme. C'est pourquoi on parle du génie génétique, une modification artificielle d'un être vivant. Voilà. Alors, par rapport à ces manipulations sur le patrimoine génétique des organismes vivants, oui, il y a beaucoup de craintes. Puisque c'est des manipulations qui touchent le vivant, exactement, on a peur justement qu'après, ça donne lieu à des monstruosités qu'on aura du mal à contrôler. Qu'est-ce que ça va donner, etc. Et pour cette raison, la communauté internationale a décidé de prendre ce qu'on appelait des moratoires. Alors les moratoires, utilité. Voilà. On prend un moratoire, d'ailleurs, qui est fondé sur le principe de précaution, comme vous l'avez bien dit. Le principe de précaution dit que lorsque face à un produit, je ne maîtrise pas, je ne sais pas ce que c'est, vraiment la plus simple des attitudes à avoir, c'est de s'abstenir et d'attendre pour voir. Donc, au nom du principe de précaution, lorsqu'on est dans cette situation-là, on se donne du temps. Et c'est pourquoi, en 2002, lorsqu'il y a eu des réflexions sur les organismes génétiquement modifiés, et que les scientifiques qui étaient à ces ateliers qui ont réfléchi là-dessus ont effectivement montré que, en ce qui concerne les OGM, on ne maîtrisait pas les choses, surtout dans notre pays. Et donc, ils ont proposé au gouvernement de prendre un moratoire. Mais un moratoire, ce n'est pas seulement bon, il est interdit de produire. C'est pas ça. Un moratoire indique aussi des choses à faire. Et le premier moratoire qui a été pris dans notre pays a indiqué beaucoup de choses à faire. Par exemple, a dit il faut informer les populations de chez nous. Donc, ils ont même dit qu'il faut faire un battage médiatique pour que les populations soient informées de ce que c'est que les OGM. Ils ont ajouté qu'il faut travailler pour avoir l'étiquetage, pour qu'on sache que ce qui rentre chez nous, est-ce que les produits qui rentrent chez nous contiennent des OGM ou pas. Et ils ont demandé que l'on puisse faire l'état des lieux pour qu'on sache aujourd'hui chez nous, est-ce qu'il existe des OGM ou dans quels produits, comment ça rentre chez nous. Ils ont aussi demandé, par exemple, que notre pays ratifie le protocole de Cartagena. On pourra en parler peut-être tout à l'heure. Et une autre recommandation, c'était de mettre sur pied le comité national de biosécurité. Et donc, on verra tout à l'heure et toutes les prescriptions ont été respectées. Justement, on est presque à la fin du deuxième moratoire. Et donc, nous, à Djinoukoum, disons qu'avec d'autres organisations de la société civile, nous avons entrepris d'évaluer justement les 2 moratoires pris par le Bénin pour savoir, pendant ces 10 ans, qu'est-ce qu'on a fait des moratoires? À quoi ça sert? Et l'autre question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi, même au sein de la communauté scientifique, il y a autant d'opposition et de désaccords par rapport à l'innocuité ou aux vertus des OGM, parce qu'il y a les pros et les anti, les défenseurs et les opposants aux OGM, même dans les rangs des scientifiques, parce que jusque-là, aucune étude sérieuse n'a pu établir véritablement que les OGM sont dangereux.
n'est-ce pas? C'est vrai qu'on voit sur le marché, par exemple, des pommes qui sont modifiées, dont les couleurs sont modifiées, de la tomate, dont des caractéristiques sont modifiées, plus juteuses, ou voilà, même, etc. Mais jusque-là, bon, vous criez attention, c'est des modifications, ça touche à l'éthique, à l'ordre naturel originel, créé par Dieu, y compris avec des arguments religieux. Les autres vous opposent, vous êtes obscurantistes, vous ne voulez pas permettre à l'humanité d'évoluer parce que les OGM, ça permet quand même de doper les performances des plantes et donc de régler la question de l'autosuffisance alimentaire. Mais jusque-là, aucune étude sérieuse n'a pu prouver véritablement à l'humanité les dangers des OGM jusqu'à ce qu'en septembre 2012, un professeur, Seralini de son nom, a entrepris de faire pendant 2 ans, pratiquement à l'ombre des médias, très discrètement, 2 ans d'études, contrairement à 6 mois d'expérimentation ordinaire. Il y en a qui ont dit 6 mois. Vous voyez, c'est comme quoi on ne s'entend pas sur la question. Mais lui, il a prolongé les études sur 2 ans pour vérifier les effets d'un certain nombre de produits OGM, notamment le maïs que j'ai évoqué avec le pesticide, le maïs NK603, le pesticide qui va avec le Roundup, les effets sur un organisme vivant, notamment des rats. C'est les fameux rats de Seralini que je vous invite à suivre dans cet élément que nous avons pu piquer sur un documentaire qui a été réalisé sur cette étude. Regardez bien cette image. Elles vont faire le tour du monde. Ces rats ont été nourris de maïs transgénique pendant toute leur vie. Les tumeurs qui les affectent sont énormes. L'étude qui a permis de révéler l'impact des OGM sur la santé de ces rats vient de se terminer. Elle a bénéficié de moyens techniques et financiers exceptionnels. Pendant 2 ans, nous avons pu en suivre tout le déroulement. Après des années de doutes et de polémiques, allons-nous enfin connaître la vérité sur les OGM? Ne serions-nous pas alors face à un scandale de santé publique touchant le monde entier? C'est la plus longue et la plus détaillée des études à ce jour sur un OGM. Et aussi, nous avons fait une autre étude en même temps. C'est sur le principal pesticide du monde, le Roundup. C'est un herbicide, il fait partie de la principale catégorie des pesticides. Les causes de mortalité en noir correspondent aux animaux qui ont de la souffrance. Autrement dit, on sait qu'ils sont morts parce qu'ils avaient des tumeurs qui dépassaient 25% du poids du corps, parce qu'ils maigrissaient de plus de 25% ou qu'ils restaient prostrés dans leur cage ou qu'ils avaient des hémorragies graves, avec un phénomène qui est 3 à 4 fois plus important pour les rats qui mangent des OGM ou des OGM au Roundup pour certaines doses. Dans ce laboratoire, tout est contrôlé. La température, la luminosité, l'équilibre du régime alimentaire des rats. La présence d'une caméra est exceptionnelle. Pour éviter toute contamination venant de l'extérieur, nous avons d'abord dû passer à travers un sas de décontamination et enfiler la même blouse stérile que les laborantins. Nous avons collé au plus près des normes internationales existantes et non seulement nous y avons collé, mais nous les avons dépassées pour être sûr de ne pas être critiquables à ce niveau. L'étude du professeur Seralini nous réserve une dernière surprise. Et celle-là est de taille. Alors que l'on pouvait soupçonner que la surmortalité des rats serait principalement due aux pesticides associés au maïs, il semblerait que l'étude ait mis en évidence pour la première fois au monde un effet dû à la transgénèse elle-même. C'est-à-dire que le seul fait d'intervenir sur le génome de la plante pour le modifier pourrait avoir des conséquences que personne jusque-là n'avait prévues. De quoi remettre en cause toutes les conceptions scientifiques ayant conduit à l'invention des OGM. On n'avait jamais testé le Roundup lui-même pendant 2 ans. Ceci dit, le Roundup, dans nos études cellulaires, montrait que les cellules de foie, d'embryon, de rein, de placenta, de cordon ombilical mouraient beaucoup plus vite. Donc on pouvait penser que ça donnait une toxicité sur l'organisme. Eh bien, des études qui ont un effet terrible quand elles ont été rendues publiques. La question qu'on peut se poser, que je vous pose d'entrée, c'est pourquoi le professeur Seralini, tout en choisissant de mener ses études dans une université publique, n'est-ce pas, une université de la France, a choisi de la mener secrètement ou littéralement discrètement? Voilà, parce que dans ce monde-là, quand on dit OGM, c'est
beaucoup d'intérêts financiers qui sont en jeu. Vous savez, pour fabriquer un OGM, on dépense aujourd'hui jusqu'à 50 millions de dollars pour pouvoir fabriquer un OGM. Alors, un industriel qui a investi tant, il ne veut pas que son produit ne reste pas sur le marché, il veut le vendre. Alors, toute information, toute étude qui amènerait des gens à douter de la qualité de ce produit, c'est dangereux pour lui. Et donc, on a déjà vu dans l'histoire que les chercheurs qui ont essayé de renseigner de façon indépendante sur les OGM, ils ont été toujours soit combattus, soit comment on appelle ça, licenciés de leur poste ou menacés même de mort. Et si vous pouvez aller sur... On a parlé du professeur Poudzaï, Poudzaï, voilà, le professeur Poudzaï. Qui a connu un peu ce sort. Qui a connu ce sort, qui était un chercheur de l'Académie royale des sciences en Grande-Bretagne. Et il a tout simplement nourri des rats pendant 90 jours avec des pommes de terre transgéniques. Et il a constaté au cours de l'expérience que certains organes des rats nourris à la pomme de terre transgénique commençaient à avoir des textures différentes des organes normaux. Il a tout simplement fait passer de ça dans un média. Il a suffi de ça pour qu'on le licencie avec son équipe de l'Académie des sciences. On ne dirait pas que c'est en Grande-Bretagne. Alors, maintenant que depuis septembre 2012, ces études ont été, qu'il a entouré de tellement de rigueur scientifique, puisqu'il a durci même les protocoles de recherche, il a indiqué pour après ne pas se voir reprocher de légèreté, eh bien, apparemment, il n'a pas eu un accueil unanimement favorable dans la communauté des généticiens, n'est-ce pas? Maintenant, la question, c'est quel accueil? C'est sûr que ça change un peu votre combat, disons, ça apporte de l'eau à votre moulin. Mais quel accueil a été accordé à cette étude au niveau européen, au niveau par exemple de l'Agence européenne de sécurité alimentaire, du Haut Conseil de la biotechnologie en France et de l'organisme américain Food and Drugs Agency et au niveau national? Voilà, alors c'est normal. Lorsque une étude pareille, vous avez vu, c'est saisissant, on a peur. Et lorsqu'une étude pareille sort, c'est vrai que les gens sont embêtés. Ceux qui sont embêtés en premier lieu, ce sont ceux qui ont autorisé le produit. Donc il y a des agences qui apparemment ont assuré les consommateurs du monde entier ou des pays où on a introduit le produit que le produit n'est pas nocif. Et il se fait qu'une étude menée de façon indépendante prouve aujourd'hui que ce produit est nocif. Donc ces agences qui avaient autorisé ce produit, ils se retrouvent un peu embêtés. Et donc leur première réaction, c'est de dire, oh oui, cette étude-là, mais ça n'a pas suivi les règles qu'il faut. Et ce n'est pas la première fois non plus dans l'histoire. Lorsque ça s'est passé, on a fait comme ça. Et ça se passe comme ça aussi pour les pesticides. Avant de les mettre sur le marché, il faut les tester. Alors ici, on a vu ces réactions-là. Mais en fait, on a vu aussi d'autres types de réactions. Parce qu'en France, justement, même le gouvernement français, lorsque l'étude est sortie, mais ils ont quand même, d'abord, ils ont pris des précautions. Et ils ont demandé que des études aussi, des choses plus approfondies soient menées. Et ils ont même demandé d'attendre en ce qui concerne certaines autorisations, n'est-ce pas, à donner. Donc ça veut dire qu'il y a eu quand même des gens qui se sont rendus compte qu'au fond, qu'il y avait quelque chose. Mais ce qui est important, parce que toute étude peut être critiquée, ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, avec cette étude, les choses ne peuvent plus se passer comme avant. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe pour l'autorisation des OGM? C'est l'industriel qui a fabriqué les OGM, qui le teste et qui dit aux consommateurs ou qui dit à la force publique d'un pays que c'est bon. Et sur la base de ça, c'est-à-dire juge est parti. Il est jugé et parti. Aujourd'hui, le professeur Serralini est en train de dire, attention, pour que les pouvoirs publics jouent leur rôle de façon indépendante, parce qu'il s'agit quand même de la santé publique et de l'environnement, pour que ces instances-là jouent leur rôle de façon indépendante et de façon aussi, et en suivant l'éthique, il faut que les conseils ou les informations qu'on leur donne proviennent, n'est-ce pas, des équipes de chercheurs qui soient indépendants et que cela respecte en fait les règles du jeu.
Parce que, vous savez, si vous avez, je vous donne 2 minutes, hein, je vais vous... Marie-Monique Robin, il a écrit un livre, on a appelé ça Notre poison quotidien. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est interrogée un peu sur comment fonctionnent ces firmes-là qui mettent ces produits dangereux sur le marché. Elle a dit ceci: je ne dirai jamais assez à quel point je fus surprise de découvrir les multiples mensonges, manipulations et coups tordus dont est capable la firme de Saint-Louis, Monsanto, n'est-ce pas, pour maintenir sur le marché des produits chimiques hautement toxiques, quel qu'en soit le prix environnemental, sanitaire et humain. Ça veut dire que les industriels existent. Ils veulent absolument mettre leurs produits sur le marché et ils font tout pour le faire. Ils mentent, ils payent des experts pour que les gens disent la vérité à moitié afin que ces produits soient sur le marché. C'est ce que le professeur Serralini craignait. Et on verra plus tard, il a raison. Très bien. Alors, je vais m'adresser à l'agriculteur pour nous dire ce que la publication de ces résultats produits par le professeur Serralini sur un maïs. Parce que là, on est en plein dans la question de l'enjeu des semences. Qu'est-ce que ça change par rapport aux craintes que vous formuliez dès le départ de ce combat contre les OGM? Merci. Et si tu es un leader paysan et tu vois des choses comme ça, c'est révoltant même. Parce que s'il y a des contre-vérités sur le terrain, il faut que le leader arrive à faire la part des choses. Parce que le producteur lambda n'a pas ces informations. Mais les détracteurs qui passent pour aller au niveau de la base peuvent apporter des informations que les producteurs n'en ont pas. Mais nous, les leaders, c'est ça que nous recherchons, pour aller plus loin, pour comprendre de quoi il s'agit. On dit le maïs. Au Bénin, c'est notre aliment préféré, c'est la pâte. Et c'est à travers le maïs qu'on nous sort des résultats comme ça. Aujourd'hui, notre patrimoine génétique, le maïs que nous produisons au Bénin, traditionnellement, nous n'avons rien à envier avec ces maïs importés. Parce que la qualité y est et la production y est aussi. Et le rendement que nous avons aujourd'hui sur le maïs au Bénin, nous n'avons rien à envier pour dire c'est l'introduction de l'OGM qui va permettre d'augmenter la production. Mais justement, par rapport à vos craintes pour la protection du patrimoine semencier des semences béninoises, notamment de notre maïs, est-ce que ce maïs dont on parle, le NK603, est-ce que ce maïs a été introduit au Bénin? Aujourd'hui, nous n'avons pas aucune information sur ça, parce qu'aujourd'hui, notre recherche a introduit certaines variétés, DMR, Pisa et autres, là. Mais nous n'avons pas ce maïs aujourd'hui au Bénin, mais nous n'avons pas le contrôle pour le dire. Et le pesticide Roundup? Roundup, nous avons ça au niveau du coton, parce que les gens utilisent le Roundup aujourd'hui sur le terrain pour lutter contre les mauvaises herbes. Mais est-ce que des effets désastreux ont été observés? Parce qu'apparemment, c'est des effets chroniques qui sont traînés ou qui se manifestent à longueur des années ou des mois après. Oui. Puisque justement, les scientifiques qui s'opposent aux anti-OGM et même aux études du professeur Serralini prétendent que les études expérimentations menées sur 6 mois n'ont donné aucun effet désastreux. Mais justement, la question, c'est de savoir si au Bénin, vous avez pu observer dans les champs de coton, parmi les cotonculteurs ou autres producteurs béninois, des effets désastreux sur la santé à l'issue de l'utilisation, par exemple, de ce pesticide Roundup, quand on sait que le maïs, lui, là, n'est pas encore au Bénin. Voilà. Le Roundup, c'est un produit qui détruit tout. C'est-à-dire? Toutes les herbes. Même si tu pulvérises ça sur une parcelle, quelle que soit l'herbe qui se trouve là, ça va détruire. Même, ce n'est pas seulement les mauvaises herbes, ça détruit tout. C'est pour cela qu'on dit que c'est un insecticide total. Donc si tu utilises ça, ça détruit tout. Un insecticide qui détruit tout va polluer notre environnement. Aujourd'hui, nous les agriculteurs, nous n'avons pas la technologie pour savoir si le producteur qui est décédé subitement, qu'est-ce qu'il a tué? On n'en sait rien. Mais ce produit, même si tu finis de traiter et tu jettes ce produit dans une mare, tous les poissons viennent à la hauteur
le lendemain. Les effets sont là. Donc, il n'y a pas à dire aujourd'hui que ce produit n'est pas un produit dévastateur sur l'environnement. Mais en tant qu'agriculteur, je n'ai pas la technologie pour dire les morts ou bien les malformations ou bien les affrontements que nous observons au niveau de La nos... question, c'est de savoir s'il y a eu, peut-être dans les rangs des paysans qui manipulent ce genre de pesticides, s'il n'y a pas eu des affections bizarres, mystérieuses, non élucidées même au niveau des hôpitaux, des centres médicaux au Bénin. C'est la question que je vous pose pour savoir si vous avez pu observer dans les rangs des... Non, aujourd'hui, moi, je ne peux pas. Mais c'est le produit endosulfan qui a fait ces dégâts. Mais le Roundup, on n'a pas précisé avec précision que le Roundup, c'est l'effet du Roundup qui a fait que ce producteur a eu tel effet. Mais avec son efficacité redoutable sur toute Mais c'est un produit dévastateur. Si tu l'utilises, ça détruit tout. Alors, au Robin des Bois, M. Robin Akombassi, je voudrais savoir comment vous réagissez à cette étude terrible, aux résultats terribles du professeur Seralini qui ont été publiés. Comme je vous le disais tantôt, les consommateurs sont très inquiets parce que nous avons moult informations par rapport à la question des OGM. Et en particulier, vous savez, le latin dit « mens sana incorpore sano », c'est-à-dire un esprit sain ne peut se retrouver que dans un corps sain. Alors, à partir du moment où nous vivons déjà le phénomène de la malbouffe, tout ce que nous consommons aujourd'hui à 80% se trouve être de l'agroalimentaire industriel. Ce qui fait que vous ne savez pas exactement ce qu'on vous fait consommer. La plupart des gens aujourd'hui, c'est devenu la mode. On va se ravitailler dans une supérette ou dans un supermarché pour les pays qui ont des supermarchés. Mais dans les boîtes de conserve, qu'est-ce qu'il y a dedans? Quand aujourd'hui les gens raffolent de saucisses et consomment les saucisses, alors que par définition des saucisses, en principe, c'est des viandes qui ont été broyées, traitées. Concrètement, vous êtes en train de nous dire, Robin Akombassi, qu'on est tous cobayes. Un peu comme le porte le titre de l'ouvrage écrit par le professeur Seralini à l'issue de ces études. On considérer qu'on est tous des cobayes. On est tous des cobayes et là, je vous cette assure... Cette étude vient vous renforcer dans cette conviction. Et je vous assure que des industriels qui n'hésitent, qui ne reculent devant rien pour produire en grande quantité, en achetant des matières premières au rabais pour pouvoir satisfaire leur soif de devenir plus riche et plus riche encore au détriment de la santé des populations qui aujourd'hui souffrent de tous les maux. On parle d'obésité, on parle de diabète, on parle de maladies cardiovasculaires et de nouvelles maladies qui sont développées que les médecins ne maîtrisent plus parce que ce n'étaient pas des maladies connues des hommes avant. Alors dans ces conditions, quand ces mêmes industriels qui sont des multinationales aujourd'hui développent des organismes génétiquement modifiés, vous comprenez ma peur. Vous comprenez la peur de tout consommateur. Mais est-ce que, en revanche, vous comprenez quand même l'intérêt que pourraient représenter les OGM pour le combat en faveur de l'autosuffisance alimentaire? C'est-à-dire que pour tout dirigeant politique, c'est chiche. Voilà une solution qui nous permet de nourrir un grand monde de personnes, de gens, pour faire face à la question de la famine, etc. Justement, ce sont des arguments qui sont agités ou défendus par les défenseurs des OGM. Et on va, avec la complicité de la régie, suivre aussi un extrait de ce documentaire qui campe un peu la question de l'enjeu ou de l'intérêt lié aux OGM. Les pro-OGM présentent les biotechnologies comme un prolongement des techniques classiques d'amélioration des plantes. À les entendre, ils ne feraient rien d'autre que ce qu'ont fait avant eux les paysans. Cette technologie serait juste un moyen plus efficace et plus rapide d'obtenir le même résultat. De surcroît, elle permettrait de résoudre le problème de la faim dans le monde en apportant aux paysans des semences mieux adaptées au climat ou permettant d'obtenir de meilleurs rendements. Sauf que ce ne sont que de belles promesses qui n'ont toujours pas d'existence réelle dans les champs. 80% des OGM cultivés à travers le monde ne servent en effet qu'à produire ou tolérer un pesticide.
Vous l'avez indiqué, les pesticides en fait et les OGM qui vont avec, ou oui, les pesticides qui vont avec les OGM ne sont, en fait, justifient selon cet extrait la fabrication des OGM parce que cela offre des éléments de test, n'est-ce pas? Et ce n'est pas tellement, selon vous, est-ce que oui ou non, il faut battre en brèche tout l'intérêt que peut représenter les OGM en termes d'évolution par rapport au combat pour l'autosuffisance alimentaire? Merci. Et moi, je suis un leader paysan. Et nous avons dit tout à l'heure que notre matière première, c'est les semences. L'OGM, l'introduction des OGM, c'est pour régler, les gens veulent régler un problème politique en disant produisez les semences OGM. Je le dis, quand les C4, les pays C4 se sont révoltés pour dire enlever les subventions, c'est à cause de ça, ça a des effets de distorsion sur la production cotonnière. C'est de là que les gens ont dit aller à la diversification. Parce qu'il ne faut pas donner une autre solution à d'autres problèmes. On a dit enlever les subventions que vous faites à vos producteurs pour que le commerce soit équitable. Mais au lieu de trouver solution à l'enlèvement de la subvention, on dit aller à la diversification. Et si aller à la diversification, c'est la production de l'OGM qui va permettre d'augmenter le rendement. Moi, je dis non. Je donne l'exemple papa. Les semences que nous avons aujourd'hui, en 2008, au moment où il y a la crise au niveau du monde en général, ce n'est pas l'introduction des OGM qui a fait que notre pays a produit du maïs en quantité et du riz en quantité jusqu'à ce que nous avons fait dans le Niger. L'affaire est ailleurs. Ce n'est pas l'introduction des OGM. Mais les OGM auraient pu aider à faire mieux? Non, je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr parce que l'introduction des OGM, dont on dit réduction des pesticides, on n'arrive pas à bien traiter les choses, augmenter des rendements et autres là, ce n'est pas ça. Parce que ça développe encore d'autres insectes que nous ne contrôlons même pas. Nous sommes en train de lutter contre un problème, mais ça crée encore un autre problème. Je donne l'exemple du Burkina, sur le coton BT. J'ai été là-bas, mais je n'ai pas vu la différence qu'il y a entre le coton conventionnel et le coton BT introduit. Parce que quand on a fait la mission, moi j'ai laissé les techniciens, je me suis approché de mon producteur comme moi, j'ai dit, dis-moi la vérité. Est-ce que la production du coton BT là, qu'est-ce que ça apporte pour toi? Il a dit, pour ne pas mentir, parce qu'on nous a amené au moment où le coton était encore chaud là. On attend même la récolte pour voir si ça a donné plus de rendement que le coton conventionnel. Mais nous, on n'est plus là. Mais il nous a dit qu'il a traité 4 fois. Le conventionnel, ils ont traité 6 fois. Mais il y a d'autres insectes qui sont développés, qui les obligent à traiter encore 2 fois, avec d'autres produits. Alors, quand vous parlez d'autres insectes, c'est à croire que l'introduction des OGM crée des générations spontanées d'insectes qu'on n'a jamais connues. Est-ce que c'est le cas ou bien plutôt des résistances manifestées par des insectes qui existaient à ces produits-là? Non, du tout pas. Parce qu'on n'a jamais vu, parce que le producteur m'a dit, quand ils ont traité ce coton BT, ils ont commencé par avoir des insectes qu'ils n'ont jamais vus sur le territoire. Est-ce que vous me comprenez? Qu'ils n'ont jamais vu ça sur leur territoire. Donc c'est ça qui m'a amené à dire, parce que quand on voulait même introduire le coton BT, j'étais le premier responsable des producteurs du coton du Bénin. J'étais allé avec le premier responsable burkinabé à une rencontre avec Monsanto. Et c'est en ce moment qu'ils nous ont donné les vrais avantages que ça donne le rendement. Mais moi, j'ai dit, je mets un peu de tout par rapport à ça. Moi, je ne peux pas encourager ça là dans mon pays. Mais l'autre l'a fait. Mais aujourd'hui, ils ont les résultats. Le Burkina, aujourd'hui, ne veut plus produire le coton BT. Et quand vous dites le Burkina ne veut plus, c'est dans les rangs des cotonculteurs burkinabés voilà. Ou au niveau officiel? C'est le rang des cotonculteurs. Mais au niveau officiel aussi, il y a des scientifiques aussi qui se disent, qui ont des doutes par rapport à ça. Est-ce que, tenez-vous bien, est-ce que l'Inde, aujourd'hui, la Cour suprême de l'Inde interdit la production de l'OGM? Est-ce que l'Inde,
qui est un pays très très développé, la Cour suprême a dit l'interdiction du coton. J'ai été en Inde la semaine, le mois passé, j'ai rencontré les scientifiques. Aujourd'hui même, eux-mêmes, ils ont encore des doutes parce qu'à chaque fois qu'ils produisent le coton OGM, il y a des résistances. Et ils sont toujours dans le perpétuel de recherche pour pouvoir aller comme ça. Alors vous qui participez à ces forats où vous rencontrez les multinationales qui défendent les OGM, qui en font la promotion, les scientifiques qui résistent de tous les faire, comme vous, associatifs, etc. Est-ce qu'ils sont au courant, depuis septembre, c'est quand même normal, on ne peut pas imaginer qu'ils ne soient pas au courant de ces résultats. Quel accueil réservent-ils à ce type d'expérimentation, surtout quand on sait que des pays ont basé une partie de leur croissance sur les biocarburants, tels que le Brésil. Aujourd'hui, le cas du Brésil, aujourd'hui, c'est palpable. Nous avons eu les informations que la destruction du sol, des terres brésiliennes aujourd'hui, amène les autorités brésiliennes à retourner encore en arrière pour revoir encore la tradition. Parce qu'ils ont poussé l'industrie, ils sont allés plus loin et ça a des effets négatifs sur les producteurs au niveau du Brésil. Ils se sentent, on dit, le Brésil il fait partie des puissances, mais ils ont des problèmes internes à leur niveau. Donc ce travail, c'est très important que nous devons travailler en conséquence pour comprendre. Et notre recherche aujourd'hui, la recherche béninoise, ce n'est pas la technologie qui nous manque, mais nous n'avons pas les matériaux nécessaires pour pouvoir travailler, pour faire sortir les résultats. Nos patrimoines génétiques, il suffit de les travailler, de les améliorer, et nous n'avons rien à envoyer à l'introduction des OGM. Celui qui veut introduire l'OGM, c'est que c'est encore une autre forme de colonisation. De colonisation. Ah, oui. Alors, une question rapidement à M. Akrambassi pour savoir si, au niveau de votre association, puisque vous parlez d'une certaine prise de conscience au niveau des consommateurs par rapport aux enjeux, aux risques liés à l'utilisation des OGM et tout ce cobaye, vous pensez, est-ce que dans les rangs des consommateurs, vous recevez souvent des complaintes liées éventuellement à des effets, éventuellement, je prends la précaution de le dire, à l'utilisation de produits supposés d'origine OGM? Le problème est délicat dans la mesure où le moratoire en principe interdit l'importation et l'utilisation des OGM dans notre pays. Mais vous avez dit qu'on a du mal à contrôler. Oui, on a du mal à contrôler. Ce qui fait que quand les gens se plaignent aujourd'hui, nous ne pouvons pas toucher du doigt pour dire c'est spécifiquement les OGM. Mais de façon générale, nous savons qu'il y a le phénomène de la malbouffe où, de façon certaine, ça, on douterait très peu. C'est sûr que les OGM viennent à travers les conserves et tout ce que nous recevons, puisque quand, par exemple, vous prenez les surgelés, en particulier la volaille, c'est souvent des volailles qui ont été nourries à des OGM. Et ça suit le cordon. Donc, vous n'avez pas les moyens de le prouver. On n'a pas les moyens techniques de prouver. Donc aujourd'hui, les gens se sentent mal, les gens souffrent de maux qu'on ne maîtrise pas. Et il faudra bien que les scientifiques de notre pays commencent par s'activer réellement. Certes, ils font déjà un travail, mais il aura fallu certainement que le gouvernement les accompagne en donnant le moyen. Parce que ce qui nous inquiète plus, nous autres, c'est quoi? Quand vous prenez un pays comme le Bénin, qui n'a pas beaucoup de moyens, un pays pauvre, très endetté, alors, quand éventuellement il y aura des maladies dont les conséquences, les mutations génétiques, on va commencer par avoir des mutants, comment est-ce que nous allons pouvoir faire face quand nous savons que pour une petite inondation, nous sommes obligés de solliciter de l'aide extérieure? Vous agitez un scénario fiction catastrophique digne d'un film de science-fiction c'est vrai que j'en ai regardé beaucoup noir, mais j'espère qu'on ne va pas en arriver là. Je voudrais juste savoir, puisque Akrambassi dit qu'on n'a pas développé suffisamment de moyens de contrôle, de vérification des produits qui nous sont importés, au-delà des questions d'étiquetage, pour analyser même les contenus des produits, pour vérifier si ils comportent des traces d'OGM. J'ai entendu sur un plateau médical dirigé justement, animé par ma consoeur Brigitte Adela-Kongoussou, un spécialiste de la santé, parler justement des dangers
de leucémie, des risques de leucémie liés à la consommation de produits carnés frais gardés longtemps dans le froid. Mais qu'est-ce qui est fait par rapport au moratoire, au deuxième moratoire qui expire en février 2000? Qu'est-ce qui est fait au Bénin pour essayer de préserver le Bénin contre l'invasion des OGM, à défaut de pouvoir les maîtriser? Mais je dois avouer que pas grand-chose. Parce que nous avons justement évalué le moratoire. Justement. Et d'abord, on a été vraiment désagréablement surpris de constater que, par exemple, une direction, un service central qui doit contrôler la qualité des aliments, comme la direction, la DSQP, je crois. La DPQC. Voilà, la DPQC. On s'est rapproché. Mais ils veulent bien contrôler, mais ils n'ont aucun moyen, ils n'ont aucun équipement qui leur permette de savoir si un produit OGM est rentré dans ce pays ou pas. Déjà là. Ensuite, tout ce que j'ai énuméré tout à l'heure. Mais la direction de l'agriculture a pu avoir un laboratoire, nous a-t-on dit, de référence quand même internationale. Mais figurez-vous qu'on a équipé un autre laboratoire, le laboratoire de génétique et de biotechnologie de la FAST à l'université, à l'occasion du projet régional biosécurité. Ils ont reçu des équipements, mais jusqu'ici, aucune mesure n'a été prise pour l'utilisation de ces équipements-là. Et pire, c'est que normalement, ces équipements doivent servir pour un laboratoire de biotechnologie et de biosécurité, excusez-moi, de biosécurité pour le Bénin. Mais là où nous sommes actuellement, les équipements sont dans un laboratoire qui fait de la biotechnologie au lieu de faire de la biosécurité. Et heureusement, nous avons évoqué ce problème-là au cours de l'atelier où on a validé les rapports d'évaluation des moratoires. Le point focal, biosécurité au Bénin, nous a dit que normalement, ces équipements qui sont dans ce laboratoire doivent être utilisés, doivent être réceptionnés à condition que le ministre de la Recherche scientifique signe une convention avec le ministre de l'Environnement, de l'Habitat et de l'Urbanisme, n'est-ce pas, disant que les équipements sont pour la biosécurité. Et si jamais ils ne faisaient pas ça, en tout cas nous, en tant qu'activistes, j'accepte le nom, nous sommes là. Vous l'assumez. Nous sommes là pour voir et puis pour veiller à ce que les équipements servent effectivement à ça. Au niveau institutionnel, la question qu'on peut se poser, est-ce qu'il y a une sentinelle institutionnelle? On a parlé de comité biosécurité nationale. Le comité national de biosécurité. Il est fonctionnel, oui ou non? Ce comité n'est pas fonctionnel, je regrette. Et ensuite, quand je regarde aujourd'hui la composition de ce comité, rien n'a été fait pour que ce comité vraiment joue ce rôle-là. On a essayé de faire quelques formations. Et tout récemment, ils ont fait des formations. Vous êtes membre de ce comité? Pardon, non. Vous êtes membre de ce comité? Non, moi je ne suis pas membre. Mais il y a des organisations de la société civile qui sont représentées, c'est vrai. Mais nous savons aussi quel est le niveau aujourd'hui des capacités de ce comité-là. Ils ont fait récemment quelques formations pour les membres de ce comité. Mais vous les avez saisis des résultats du professeur Serralini? Ah ben écoutez, on aurait voulu bien discuter avec nous. Par exemple, nous organisons, comme vous l'avez dit, des cours de haut niveau ici sur à quel public? Le cours est adressé à des cadres, des jeunes chercheurs, des gens qui travaillent dans des organisations de la société civile, qui s'occupent du développement et qui viennent de tous les pays francophones d'Afrique. Et récemment, on a fait le cours. Mais il est arrivé que nous avons proposé au point focal d'envoyer les membres du comité national de biosécurité dans ce cours-là, où des chercheurs de haut niveau arrivent justement pour leur parler. Ils sont venus? Mais ils ne sont pas venus. Ils ne sont pas venus. Et ce que je voudrais dire ici, c'est que là où nous sommes aujourd'hui, et je pense que quand on voit les résultats de l'étude du professeur Serralini, on peut dire qu'en ce qui concerne le Bénin et la sous-région, nous sommes dans de mauvais draps. Donc il y a l'urgence à agir. Que faut-il faire? Il y a urgence à agir. Il y a urgence à agir. Je pense que jusqu'ici, les moratoires n'ont pas été, on n'a pas fait ce qu'il faut, n'ont pas été bien respectés. Et je crois que le bon sens demande
qu'on se ressaisisse et qu'on se dise, ben, écoutez, si nous ne sommes pas avancés, il faut que nous prenions toujours des précautions. Je pense qu'il faudrait reconduire les moratoires et les reconduire encore pour plus longtemps, pour qu'on ait le temps, d'abord de faire pression et que les autorités de ce pays se donnent les moyens de faire ce qu'eux-mêmes ils ont mis dans les moratoires, ce qui ne se fait pas aujourd'hui. Ensuite, il faut dire que en ce qui concerne, même déjà, on parle des OGM, mais là c'est la même chose pour les pesticides et que l'on utilise, que les herbicides. Je pense que dans notre pays, on doit commencer aujourd'hui à faire des études, surtout dans les zones cotonnières, où on utilise le Roundup massivement. On utilise même des produits qui se rapprochent de l'agent orange. Vous savez, l'agent orange qui est défoliant, que les Américains ont utilisé au Vietnam pour désherber et pour lutter contre les mauvaises herbes. En Europe, on a constaté que les paysans, les producteurs agricoles qui ont, pendant un certain temps, utilisé ces produits, ont commencé à développer des maladies. Et ce livre encore auquel je reviens a cité un certain nombre de maladies qui sont développées, par exemple des cancers, qui sont développées, des maladies neurodégénératives, vous voyez, des troubles de la reproduction. On a constaté que parfois des malformations sont venues du fait que les agriculteurs qui utilisent ces produits-là dans leur population, on a ça. On a le diabète. Et ces produits sont utilisés au Bénin, ça? Ces produits sont utilisés au Bénin. Et je pense que là où nous sommes aujourd'hui, on doit pouvoir demander que des études, on commence à faire des études dans les régions comme Banikwara, les grandes zones de production cotonnière où ces produits sont massivement utilisés. Oui, et nous continuons de dire que nous devons organiser la veille. Et j'aime citer cette phrase-là de Einstein, et c'est pourquoi il dit ça. Il dit, le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui les regardent sans rien faire. Et nous avons décidé de ne pas regarder sans rien faire. Et surtout de ne pas voir la catastrophe arriver sans bouger. Alors, on est à la fin de cette émission. Vous avez tracé un certain nombre de pistes, de perspectives pour changer de paradigme. Et justement, si on doit changer de paradigme, quel sera votre plaidoyer à vous, à Cambessis? Mon plaidoyer va directement en la direction du président de la République. Et je voudrais profiter de l'occasion pour lui souhaiter mes meilleurs vœux pour 2013, que toutes ces pensées positives se réalisent. Et comme premier vœu que nous, les consommateurs, nous souhaitons, c'est qu'ils prennent résolument et à bras le corps la question des OGM, parce qu'il s'agit de la vie des Béninois actuels, il s'agit de la vie des Béninois de l'avenir. Et comme il aime tellement ce pays, je voudrais bien que cette question revienne sur tapis et que les scientifiques, les cadres s'y attardent pour qu'on protège le consommateur béninois. Merci beaucoup à vous, Monsieur Robin Desbois, de la question des consommateurs au Bénin. À vous, le producteur agricole sur ce plateau, le dernier mot, c'est un honneur pour vous parce que la question, finalement, vous touche directement, vous qui êtes les premiers utilisateurs. Effectivement, je vais demander au chef de l'État, parce que l'adoption de notre programme de relance du secteur agricole, qui veut faire de notre pays une puissance agricole, est un bon document consensuel, que sa mise en œuvre va permettre de relancer effectivement notre agriculture. Même si on arrive à faire 60% de ce qu'on a retenu dans ce document, nous n'avons rien à envier pour dire qu'il n'y a pas de sécurité alimentaire. Donc ce travail, la mise en œuvre tarde. Je demanderai au président de la République de mettre bouquet double pour que la mise en œuvre de ce programme soit effective dans notre pays. Et que tout ce travail que nous allons faire, nous les organisations paysannes, les semences, c'est notre poumon. Nous ne pouvons pas être dépendants des semences. Les gens veulent tuer l'agriculture africaine. Parce que si on est dépendant, on ne peut pas mettre le ventre dans la main d'un individu. Les gens veulent tuer notre agriculture en nous imposant des semences. Parce que les OGM, c'est des semences détenues par un seul multinational qui, à chaque année, vous devez faire recours à lui avant d'avoir ces semences. Nous ne pouvons pas être dépendants des semences. Il faut qu'on travaille sur notre recherche, mettre les moyens à la disposition de notre recherche pour que notre recherche travaille, pour que notre patrimoine génétique soit amélioré pour le service de notre développement de notre agriculture.
Merci à vous, braves hommes associatifs qui vous battez sur le champ de l'utilisation précautionneuse des OGM, des organismes génétiquement modifiés, visiblement sans tirer de conclusions hâtives pour le moment, parce que le débat se poursuit, la polémique va bon train dans les rangs des scientifiques sur l'innocuité ou non des OGM, mais à la fin de ce plateau, moi j'ai juste envie de dire être ou ne pas être, telle est la question, a-t-on dit jusque-là. Mais à partir de ce soir, on peut se demander si on ne pourrait pas récupérer la formule à notre compte et dire consommer ou non intégralement, aveuglément les OGM ou avec précaution. Est-ce que telle n'est pas la question aujourd'hui qui entoure les enjeux OGM par rapport au développement de l'agro-industrie? Question à méditer par tous, société civile, décideurs et scientifiques. Science sans conscience, ruine de l'âme, a dit l'autre. À méditer. Merci, à bientôt. Bonjour ou bonsoir, c'est selon le moment où vous nous recevez chez vous avec ce plateau qui va se pencher sur la situation des OGM, les organismes génétiquement modifiés, leur situation actuelle, sont-ils toujours dangereux ou pas? Et on va se pencher également sur le moratoire qui accompagne leur utilisation d'un certain nombre de précautions. Alors, à la fin du mois de février, dans un peu plus d'un mois, prendra fin le deuxième moratoire OGM fondé sur le principe de précaution par rapport à l'utilisation des organismes génétiquement modifiés autant dans l'agriculture, l'alimentation et tous les autres domaines de la consommation globale. Moratoire établi pour préserver, vous l'avez compris, l'humanité face aux doutes liés aux probables ou potentiels effets dangereux des OGM sur la santé humaine. Mais à quelques mois de la fin du deuxième moratoire, en septembre 2012, déjà une expérimentation conduite sur des rats nourris au maïs transgénique NK603 pour être très précis sur son origine et sur le pesticide associé Roundup, tous produits par la célèbre firme des OGM Monsanto. Eh bien, cette étude a révélé des effets sanitaires désastreux. Alors, regain de polémique scientifique notamment sur les OGM à partir de cette expérimentation conduite en 2 ans à l'université de Caen, c'est en France, en Normandie, par le professeur Seralini. Embarras, voire désarroi dans les rangs des consommateurs, à tout le moins méfiance de leur côté face à ces querelles scientifiques sur les OGM qui n'en finissent pas et face à ce moratoire, le deuxième moratoire, eh bien, qui va bientôt venir à expiration. À quel sort donc se vouer? Quels sont les enjeux économiques, scientifiques, humains, éthiques, voire politiques liés à l'utilisation des OGM? Que fait-on au Bénin alors dans cette situation? Parce qu'apparemment, il semble qu'il y a un calme plat du côté officiel. Et pourtant, il existe un comité national de biosécurité sur la question de l'utilisation des OGM et qui devrait être une sentinelle pour veiller à l'application du moratoire qui prend fin, je l'ai annoncé, à la fin du mois de février. Pour parler de ce sujet, donc vous l'avez compris, à enjeu mondial et à effet sans doute national et local pour nous, pays sous-développés, avec très peu de moyens de contrôle donc sur les organismes génétiquement modifiés, nous avons invité sur ce plateau, en attendant d'avoir ceux de la partie officielle venir dire ici à l'ERTV ce qui se fait pour nous préserver, nous avons des activistes, je ne vais pas peut-être le dire comme ça, peut-être qu'ils vont réagir, mais des associatifs engagés dans le combat de l'utilisation précautionneuse
des OGM. Alors j'ai le plaisir de vous présenter le José Bové national béninois qui, sans être un arracheur de plantes transgéniques comme le célèbre comme écologiste français, eh bien, se bat à travers un réseau national pour la gestion durable des ressources génétiques qu'il a baptisé du nom évocateur et très emblématique de Djinoukoun. Djinoukoun qui veut dire semence en langue française, si je ne m'abuse. C'est tout à fait ça, oui. Djinoukoun signifie semence dans plusieurs langues de chez nous. C'est choisi à dessein. À dessein, c'est un nom symbolique pour pouvoir parler de la lutte que nous menons, parce que lorsque vous arrachez à un paysan, vous en avez à côté de vous la semence, vous lui avez tout arraché, il ne peut plus rien produire. Tout à raison. Tout à fait. D'où, et puis comme nous luttons pour la préservation de la diversité biologique, donc nous avons choisi ce nom-là pour, disons, symboliser notre combat. Et votre combat est pratiquement vieux de 10 ans et carrément à l'aune du premier moratoire qui a été pris en 2002, où vous êtes sérieusement battu pour faire de la sensibilisation, organiser même des cours internationaux ici au Bénin autour des OGM. Tout à fait. Eh bien, on va c'est tout à fait ça. Donc, Djinoukoun est né en 2002. Et effectivement, notre pays, le Bénin, a pris un moratoire en 2002 aussi pour interdire les manipulations, la commercialisation et l'introduction, l'importation des OGM au Bénin. Et savez-vous qu'en ce moment-là, lorsqu'on a on a pris ce moratoire, on a été célèbre parce que dans le monde, il n'y a pas beaucoup de pays qui aient pris des moratoires sur les OGM. En Afrique, il y avait l'Algérie et puis le Bénin. Ah, c'est donc à l'actif de notre pays. C'est à l'actif de notre pays. Et de nos dirigeants qu'on a l'habitude de tacler un peu sur un certain nombre. Oui, mais malheureusement, on va voir tout à l'heure que les choses qui étaient prévues, qu'il était prévu de faire dans ce moratoire, vraiment très peu de choses ont été faites. Très bien, ça, on va gratter un peu avec vous le volontarisme politique affiché depuis le premier moratoire en 2002 et suivi d'un deuxième moratoire 5 ans plus tard et qui finit à la fin du mois de février prochain. À vos côtés, un Robin des Bois qui se bat également au niveau des consommateurs pour prendre fait et cause pour la santé des consommateurs. Il a un prénom pratiquement prédestiné. J'ai dit Robin des Bois, eh bien il s'appelle Robin Akrambessi, plus précisément, président du Conseil national des associations de consommateurs du Bénin et éditeur également d'une revue, malheureusement jusque-là pas très lue, pas très connue, peut-être faute de moyens. Robin des Bois a donc besoin de moyens. Ce plateau sera l'occasion pour parler de son combat. Merci d'avoir accepté notre invitation et de nous dire la part au cours de cette émission que vous prenez à ce combat sur les OGM. Je vous en prie, monsieur le journaliste, c'est avec un très grand plaisir que nous acceptons de participer à cette émission, car les consommateurs sont très inquiets et nous n'avons pas le droit de laisser toute une population amenée à l'abattage comme des agneaux. Alors, quand vous dites que les consommateurs sont très inquiets, vous voulez parler des consommateurs béninois. On ne sent pas véritablement un certain activisme de la part des Béninois sur la question des OGM. Sinon, on vous voit souvent très actifs sur le champ des GSM. Il y a du G aussi, là, OGM, GSM. Mais bon, oui, ce n'est pas le même combat. C'est vrai, c'est parfaitement vrai. Mais la réalité, c'est simplement parce que les associations ont beaucoup de difficultés pour exister à déjà, avoir les moyens pour communiquer. Parce qu'il faut d'énormes moyens sur le terrain, parce qu'on est sur un terrain éminemment scientifique, le terrain des OGM. Il s'agit de manipulation génétique et donc il faut souvent, il faudra surtout apporter la preuve. On le verra dans le courant de cette émission, la preuve d'un certain nombre d'arguments moraux, éthiques que vous défendez face à certains tenants de la science qui tiennent à ce que la science évolue, y compris par des manipulations génétiques. Et qui mettent beaucoup de moyens. Beaucoup de moyens. Face à vous qui travaillez qui n'avons presque pas grand-chose à part notre foi et notre détermination. Et votre conscience. Oui. Votre conscience. Eh bien, juste en face de vous deux, c'est un agriculteur, je vais le présenter comme ça, donc aussi préoccupé par la question des OGM, puisque les OGM, ça concerne des manipulations génétiques faites sur des semences. Donc, il y a aussi des questions liées à l'enjeu de la préservation des patrimoines semenciers. Et apparemment, vous avez des soucis à vous faire. Monsieur Léopold Lokossou, président de la plateforme nationale des organisations paysannes et des producteurs du Bénin. Oui, merci monsieur le journaliste. C'est une question qui vous préoccupe.
c'est une question très préoccupante parce qu'aujourd'hui, nous, les organisations paysannes, je vais dire la plateforme nationale d'organisation paysanne, c'est un cadre de représentation et de défense des intérêts des producteurs à la base. Et vous n'êtes pas sans savoir que le monde paysan, c'est la couche la plus vulnérable et on nous apporte tout ce qu'on veut et nous ne sommes plus autant jadis. Le monde a évolué, les producteurs aussi se sont organisés et un peu plus acceptés de n'importe quoi. C'est pour cela que les questions des OGM nous préoccupent beaucoup. Nous avons fait des investigations, on sent bien les effets négatifs de ce OGM. Et aujourd'hui, nous, les organisations paysannes, comme l'a su bien dit M. Seguin tout à l'heure, la semence, c'est la base de la production. C'est notre raison de vivre. Parce que le problème de l'introduction des OGM, c'est question de suivi. Donc nous devons travailler pour voir effectivement si ça profite effectivement au monde paysan. On verra dans le courant de cette émission les raisons pour lesquelles vous avez des raisons d'avoir peur de l'introduction des OGM au Bénin par rapport au patrimoine semencier national. Mais pour des questions de pédagogie, on a parlé d'OGM, de moratoire. Commençons déjà par expliquer au grand public ce que c'est que les OGM. Quand on dit organismes génétiquement modifiés, pour le grand public, à part le public des intellectuels et encore, c'est pas très clair. Qu'est-ce que c'est? Souvent, les Antilles, telles que vous les présentent comme des monstres. Qu'est-ce que c'est? Ah oui. Je dois dire quand même qu'aujourd'hui, quand on dit OGM déjà, il y a quand même un certain nombre de personnes aujourd'hui qui ont commencé à savoir ce que c'est. Parce que ça fait 10 ans que nous travaillons là-dessus, que nous en parlons. Et je pense que parfois, quand on me rencontre, il dit « Ah, OGM ». Donc, je me dis donc que ce qu'on a fait, ça a fait quand même un petit chemin. Alors, un OGM, c'est une plante, un animal ou un organisme vivant auquel on a soit retiré un gène ou ajouté un gène. Alors, on ajoute un gène, par exemple, pour lui conférer, lui donner un caractère. Par exemple, aujourd'hui, l'exemple le plus simple, c'est le coton BT. Et le coton BT est produit au Burkina Faso, à côté de nous. Qu'est-ce qu'on a fait à ce coton-là, la semence? On lui a ajouté un gène qui lui permet de fabriquer un pesticide juste en poussant. Donc le coton pousse et en même temps qu'il pousse, dans les racines, dans les plantes, dans les feuilles, il fabrique un herbicide pour attaquer un ou deux ravageurs. Donc on l'a modifié génétiquement pour lui faire jouer ce rôle-là, qui n'est pas le sien au début. Donc on peut ajouter, comme on peut aussi retrancher. Et donc c'est une manipulation faite par l'homme. C'est pourquoi on parle du génie génétique, une modification artificielle d'un être vivant. Voilà. Alors, par rapport à ces manipulations sur le patrimoine génétique des organismes vivants, oui, il y a beaucoup de craintes. Puisque c'est des manipulations qui touchent le vivant, exactement, on a peur justement qu'après, ça donne lieu à des monstruosités qu'on aura du mal à contrôler. Qu'est-ce que ça va donner, etc. Et pour cette raison, la communauté internationale a décidé de prendre ce qu'on appelait des moratoires. Alors les moratoires, utilité. Voilà. On prend un moratoire, d'ailleurs, qui est fondé sur le principe de précaution, comme vous l'avez bien dit. Le principe de précaution dit que lorsque face à un produit, je ne maîtrise pas, je ne sais pas ce que c'est, vraiment la plus simple des attitudes à avoir, c'est de s'abstenir et d'attendre pour voir. Donc, au nom du principe de précaution, lorsqu'on est dans cette situation-là, on se donne du temps. Et c'est pourquoi, en 2002, lorsqu'il y a eu des réflexions sur les organismes génétiquement modifiés, et que les scientifiques qui étaient à ces ateliers qui ont réfléchi là-dessus ont effectivement montré que, en ce qui concerne les OGM, on ne maîtrisait pas les choses, surtout dans notre pays. Et donc, ils ont proposé au gouvernement de prendre un moratoire. Mais un moratoire, ce n'est pas seulement bon, il est interdit de produire. C'est pas ça. Un moratoire indique aussi des choses à faire. Et le premier moratoire qui a été pris dans notre pays a indiqué beaucoup de choses à faire. Par exemple, a dit il faut informer les populations de chez nous. Donc, ils ont même dit qu'il faut faire un battage médiatique
pour que les populations soient informées de ce que c'est que les OGM. Ils ont ajouté qu'il faut travailler pour avoir l'étiquetage, pour qu'on sache que ce qui rentre chez nous, est-ce que les produits qui rentrent chez nous contiennent des OGM ou pas. Et ils ont demandé que l'on puisse faire l'état des lieux pour qu'on sache aujourd'hui chez nous, est-ce qu'il existe des OGM ou dans quels produits, comment ça rentre chez nous. Ils ont aussi demandé, par exemple, que notre pays ratifie le protocole de Cartagena. On pourra en parler peut-être tout à l'heure. Et une autre recommandation, c'était de mettre sur pied le comité national de biosécurité. Et donc, on verra tout à l'heure et toutes les prescriptions ont été respectées. Justement, on est presque à la fin du deuxième moratoire. Et donc, nous, à Djinoukoum, disons qu'avec d'autres organisations de la société civile, nous avons entrepris d'évaluer justement les 2 moratoires pris par le Bénin pour savoir, pendant ces 10 ans, qu'est-ce qu'on a fait des moratoires? À quoi ça sert? Et l'autre question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi, même au sein de la communauté scientifique, il y a autant d'opposition et de désaccords par rapport à l'innocuité ou aux vertus des OGM? Parce qu'il y a les pros et les anti, les défenseurs et les opposants aux OGM, même dans les rangs des scientifiques. Parce que jusque-là, aucune étude sérieuse n'a pu établir véritablement que les OGM sont dangereux. N'est-ce pas? C'est vrai qu'on voit sur le marché, par exemple, des pommes qui sont modifiées, dont les couleurs sont modifiées, de la tomate, dont des caractéristiques sont modifiées, plus juteuses, ou voilà, même, etc. Mais jusque-là, bon, vous criez attention, c'est des modifications, ça touche à l'éthique, à l'ordre naturel originel, créé par Dieu, y compris avec des arguments religieux. Les autres vous opposent, vous êtes obscurantistes, vous ne voulez pas permettre à l'humanité d'évoluer parce que les OGM, ça permet quand même de doper les performances des plantes et donc de régler la question de l'autosuffisance alimentaire. Mais jusque-là, aucune étude sérieuse n'a pu prouver véritablement à l'humanité les dangers des OGM jusqu'à ce qu'en septembre 2012, un professeur, Seralini de son nom, a entrepris de faire pendant 2 ans, pratiquement à l'ombre des médias, très discrètement, 2 ans d'études, contrairement à 6 mois d'expérimentation ordinaire. Il y en a qui ont dit 6 mois. Vous voyez, c'est comme quoi on ne s'entend pas sur la question. Mais lui, il a prolongé les études sur 2 ans pour vérifier les effets d'un certain nombre de produits OGM, notamment le maïs que j'ai évoqué avec le pesticide, le maïs NK603, le pesticide qui va avec, le Roundup, les effets sur un organisme vivant, notamment des rats. C'est les fameux rats de Seralini que je vous invite à suivre dans cet élément que nous avons pu piquer sur un documentaire qui a été réalisé sur cette étude. Regardez bien ces images. Elles vont faire le tour du monde. Ces rats ont été nourris de maïs transgénique pendant toute leur vie. Les tumeurs qui les affectent sont énormes. L'étude qui a permis de révéler l'impact des OGM sur la santé de ces rats vient de se terminer. Elle a bénéficié de moyens techniques et financiers exceptionnels. Pendant 2 ans, nous avons pu en suivre tout le déroulement. Après des années de doutes et de polémiques, allons-nous enfin connaître la vérité sur les OGM? Ne serions-nous pas alors face à un scandale de santé publique touchant le monde entier? C'est la plus longue et la plus détaillée des études à ce jour sur un OGM. Et aussi, nous avons fait une autre étude en même temps. C'est sur le principal pesticide du monde, le Roundup. C'est un herbicide, il fait partie de la principale catégorie des pesticides. Les causes de mortalité en noir correspondent aux animaux qui ont de la souffrance. Autrement dit, on sait qu'ils sont morts parce qu'ils avaient des tumeurs qui dépassaient 25% du poids du corps, parce qu'ils maigrissaient de plus de 25% ou qu'ils restaient prostrés dans leur cage ou qu'ils avaient des hémorragies graves, avec un phénomène qui est 3 à 4 fois plus important pour les rats qui mangent des OGM ou des OGM au Roundup pour certaines doses. Dans ce laboratoire, tout est contrôlé. La température, la luminosité, l'équilibre du régime alimentaire des rats. La présence d'une caméra est exceptionnelle. Pour éviter toute contamination venant de l'extérieur, nous avons d'abord dû passer à travers un sas de décontamination et enfiler la même blouse stérile que les laborantins.
Nous avons collé au plus près des normes internationales existantes et non seulement nous y avons collé, mais nous les avons dépassées pour être sûr de ne pas être critiquables à ce niveau. L'étude du professeur Seralini nous réserve une dernière surprise. Et celle-là est de taille. Alors que l'on pouvait soupçonner que la surmortalité des rats serait principalement due aux pesticides associés au maïs, il semblerait que l'étude ait mis en évidence pour la première fois au monde un effet dû à la transgénèse elle-même. C'est-à-dire que le seul fait d'intervenir sur le génome de la plante pour le modifier pourrait avoir des conséquences que personne jusque-là n'avait prévues. De quoi remettre en cause toutes les conceptions scientifiques ayant conduit à l'invention des OGM. On n'avait jamais testé le Roundup lui-même pendant 2 ans. Ceci dit, le Roundup, dans nos études cellulaires, montrait que les cellules de foie, d'embryon, de rein, de placenta, de cordon ombilical mouraient beaucoup plus vite. Donc on pouvait penser que ça donnait une toxicité sur l'organisme. Eh bien, des études qui ont un effet terrible quand elles ont été rendues publiques. La question qu'on peut se poser, que je vous pose d'entrée, c'est pourquoi le professeur Seralini, tout en choisissant de mener ses études dans une université publique, n'est-ce pas, une université de la France, a choisi de la mener secrètement ou littéralement discrètement. Ben, voilà, parce que dans ce monde-là, quand on dit OGM, c'est beaucoup d'intérêts financiers qui sont en jeu. Vous savez, pour fabriquer un OGM, on dépense aujourd'hui jusqu'à 50 millions de dollars pour pouvoir fabriquer un OGM. Alors, un industriel qui a investi tant, il ne veut pas que son produit ne reste pas sur le marché. Il veut le vendre. Alors, toute information, toute étude qui amènerait des gens à douter de la qualité de ce produit, c'est dangereux pour lui. Et donc, on a déjà vu dans l'histoire que les chercheurs qui ont essayé de renseigner de façon indépendante sur les OGM, ils ont été toujours soit combattus, soit comment on appelle ça, licenciés de leur poste ou menacés même de mort. Et si vous pouvez aller sur... On parler du professeur Poutsai, voilà, le professeur Poutsai. Qui a connu un peu ce sort. Qui a connu ce sort, qui était un chercheur de l'Académie royale des sciences en Grande-Bretagne. Et il a tout simplement nourri des rats pendant 90 jours avec des pommes de terre transgéniques. Et il a constaté au cours de l'expérience que certains organes des rats nourris aux pommes, à la pomme de terre transgénique commençaient à avoir des textures différentes des organes normaux. Il a tout simplement fait passer de ça dans un média. Il a suffi de ça pour qu'on le licencie avec son équipe de l'Académie des sciences. On ne dirait pas que c'est en Grande-Bretagne. Alors, maintenant que depuis septembre 2012, ces études ont été, qu'il a entouré de tellement de rigueur scientifique, puisqu'il a durci même les protocoles de recherche, il a indiqué pour après ne pas se voir reprocher de légèreté, eh bien, apparemment, il n'a pas eu un accueil unanimement favorable dans la communauté des généticiens, n'est-ce pas? Maintenant, la question, c'est quel accueil? C'est sûr que ça change un peu votre combat, disons, ça apporte de l'eau à votre moulin. Mais quel accueil a été accordé à cette étude au niveau européen, au niveau par exemple de l'Agence européenne de sécurité alimentaire, du Haut Conseil de la biotechnologie en France et de l'organisme américain Food and Drugs Agency et au niveau national? Voilà, alors c'est normal. Lorsque une étude pareille, vous avez vu, c'est saisissant, on a peur. Et lorsqu'une étude pareille sort, c'est vrai que les gens sont embêtés. Ceux qui sont embêtés en premier lieu, ce sont ceux qui ont autorisé le produit. Donc il y a des agences qui apparemment ont assuré les consommateurs du monde entier ou des pays où on a introduit le produit que le produit n'est pas nocif. Et il se fait qu'une étude menée de façon indépendante prouve aujourd'hui que ce produit est nocif. Donc ces agences qui avaient autorisé ce produit, ils se retrouvent un peu embêtés. Et donc leur première réaction, c'est de dire, oh oui, cette étude-là, mais ça n'a pas suivi les règles qu'il faut. Et ce n'est pas la première fois non plus dans l'histoire. Lorsque ça s'est passé, on a fait comme ça. Et ça se passe comme ça aussi pour les pesticides. Avant de les mettre sur le marché, il faut les tester. Alors ici, on a vu ces réactions-là.
Mais en fait, on a vu aussi d'autres types de réactions. Parce qu'en France, justement, même le gouvernement français, lorsque l'étude est sortie, mais ils ont quand même, d'abord, ils ont pris des précautions et ils ont demandé que des études aussi, des choses de plus approfondies soient menées. Et ils ont même demandé d'attendre en ce qui concerne certaines autorisations, n'est-ce pas, à donner. Donc ça veut dire qu'il y a eu quand même des gens qui se sont rendus compte que, au fond, qu'il y avait quelque chose. Mais ce qui est important, parce que toute étude peut être critiquée, ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, avec cette étude, les choses ne peuvent plus se passer comme avant. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe pour l'autorisation des OGM? C'est l'industriel qui a fabriqué les OGM, qui le teste et qui dit aux consommateurs, ou qui dit à la force publique d'un pays que c'est bon. Et sur la base de ça, c'est-à-dire juge est parti. Il est jugé et parti. Aujourd'hui, le professeur Serralini est en train de dire, attention, pour que les pouvoirs publics jouent leur rôle de façon indépendante, parce qu'il s'agit quand même de la santé publique et de l'environnement, pour que ces instances-là jouent leur rôle de façon indépendante et de façon aussi, et en suivant l'éthique, il faut que les conseils ou les informations qu'on leur donne proviennent, n'est-ce pas, des équipes de chercheurs qui soient indépendants et que cela respecte en fait les règles du jeu. Parce que, vous savez, si vous me donnez 2 minutes, je vais vous... Marie-Monique Robin, il a écrit un livre, on a appelé ça Notre poison quotidien. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est interrogée un peu sur comment fonctionnent ces firmes-là qui mettent ces produits dangereux sur le marché. Elle a dit ceci: je ne dirai jamais assez à quel point je fus surprise de découvrir les multiples mensonges, manipulations et coups tordus dont est capable la firme de Saint-Louis, Monsanto, n'est-ce pas, pour maintenir sur le marché des produits chimiques hautement toxiques, quel qu'en soit le prix environnemental, sanitaire et humain. Ça veut dire que les industriels existent. Ils veulent absolument mettre leurs produits sur le marché et ils font tout pour le faire. Ils mentent, ils payent des experts pour que les gens disent la vérité à moitié afin que ces produits soient sur le marché. C'est ce que le professeur Serralini craignait. Et on verra plus tard, il a raison. Très bien. Alors, je vais m'adresser à l'agriculteur pour nous dire ce que la publication de ces résultats produits par le professeur Serralini sur un maïs. Parce que là, on est en plein dans la question de l'enjeu des semences. Qu'est-ce que ça change par rapport aux craintes que vous formuliez dès le départ de ce combat contre les OGM? Merci. Et si tu es un leader paysan et tu vois des choses comme ça, c'est révoltant même. Parce que s'il y a des contre-vérités sur le terrain, il faut que le leader arrive à faire la part des choses. Parce que le producteur lambda n'a pas ces informations. Mais des tracteurs qui passent pour aller au niveau de la base peuvent apporter des informations que les producteurs n'en ont pas. Mais nous, les leaders, c'est ça que nous recherchons, pour aller plus loin, pour comprendre de quoi il s'agit. On dit le maïs. Au Bénin, c'est notre aliment préféré, c'est la pâte. Et c'est à travers le maïs qu'on nous sort des résultats comme ça. Aujourd'hui, notre patrimoine génétique, le maïs que nous produisons au Bénin, traditionnellement, nous n'avons rien à envier avec ces maïs importés. Parce que la qualité y est et la production y est aussi. Et le rendement que nous avons aujourd'hui sur le maïs au Bénin, nous n'avons rien à envier pour dire c'est l'introduction de l'OGM qui va permettre d'augmenter la production. Mais justement, par rapport à vos craintes pour la protection du patrimoine semencier des semences béninoises, notamment de notre maïs, est-ce que ce maïs dont on parle, le NK603, est-ce que ce maïs a été introduit au Bénin? Aujourd'hui, nous n'avons pas aucune information sur ça, parce qu'aujourd'hui, notre recherche a introduit certaines variétés, DMR, PISA et autres, mais nous n'avons pas ce maïs aujourd'hui au Bénin, mais nous n'avons pas le contrôle pour le dire. Et le pesticide Roundup? Roundup, nous avons ça au niveau du coton,
parce que les gens utilisent le Roundup aujourd'hui sur le terrain pour lutter contre les mauvaises herbes. Mais est-ce que des effets désastreux ont été observés? Parce qu'apparemment, c'est des effets chroniques qui sont traînés ou qui se manifestent à longueur des années ou des mois après, Oui. puisque justement les scientifiques qui s'opposent aux anti-OGM et même aux études du professeur Serralini prétendent que les études expérimentations menées sur 6 mois n'ont donné aucun effet désastreux. Mais justement, la question, c'est de savoir si au Bénin, vous avez pu observer dans les champs de coton, parmi les cotonculteurs ou autres producteurs béninois, des effets désastreux sur la santé à l'issue de l'utilisation, par exemple, de ce pesticide Roundup, quand on sait que le maïs, lui, là, n'est pas encore au Bénin. Voilà. Le Roundup, c'est un produit qui détruit tout. C'est-à-dire? Toutes les herbes. Même si tu pulvérises ça sur une parcelle, quelle que soit l'herbe qui se trouve là, ça va détruire. Même, ce n'est pas seulement les mauvaises herbes, ça détruit tout. C'est pour cela qu'on dit que c'est un insecticide total. Donc si tu utilises ça, ça détruit tout. Un insecticide qui détruit tout va polluer notre environnement. Aujourd'hui, nous les agriculteurs, nous n'avons pas la technologie pour savoir si le producteur qui est décédé subitement, qu'est-ce qu'il a tué? On n'en sait rien. Mais ce produit, même si tu finis de traiter et tu jettes ce produit dans une mare, tous les poissons viennent à la hauteur le lendemain. Les effets sont là. Donc, il n'y a pas à dire aujourd'hui que ce produit n'est pas un produit dévastateur sur l'environnement. Mais en tant qu'agriculteur, je n'ai pas la technologie pour dire les morts ou bien les malformations, ou bien les affrontements que nous observons au niveau de La question, c'est de savoir s'il y a eu, peut-être dans les rangs des paysans qui manipulent ce genre de pesticides, s'il n'y a pas eu des affections bizarres, mystérieuses, non élucidées même au niveau des hôpitaux ou des centres médicaux au Bénin. C'est la question que je vous pose pour savoir si vous avez pu observer dans les rangs des... Non, aujourd'hui, moi, je ne peux pas. Mais c'est le produit endosulfan qui a fait ces dégâts. Mais le Roundup, on n'a pas précisé avec précision que le Roundup, c'est l'effet du Roundup qui a fait que ce producteur a eu tel effet. Avec son efficacité redoutable sur toute Mais c'est un produit dévastateur. Si tu l'utilises, ça détruit tout. Alors, au Robin des Bois, M. Robin Akonbassi, je voudrais savoir comment vous réagissez à cette étude terrible, aux résultats terribles du professeur Serralini qui ont été publiés. Comme je vous le disais tantôt, les consommateurs sont très inquiets parce que nous avons moult informations par rapport à la question des OGM. Et en particulier, vous savez, le latin dit mens sana incorpore sano, c'est-à-dire un esprit sain ne peut se retrouver que dans un corps sain. Alors, à partir du moment où nous vivons déjà le phénomène de la malbouffe, tout ce que nous consommons aujourd'hui à 80% se trouve être de l'agroalimentaire industriel. Ce qui fait que vous ne savez pas exactement ce qu'on vous fait consommer. La plupart des gens aujourd'hui, c'est devenu la mode. On va se ravitailler dans une supérette ou dans un supermarché pour les pays qui ont des supermarchés. Mais dans les boîtes de conserve, qu'est-ce qu'il y a dedans? Quand aujourd'hui les gens raffolent de saucisses et consomment les saucisses, alors que par définition les saucisses, en principe, c'est des viandes qui ont été broyées, traitées. Concrètement, vous êtes en train de nous dire, Robin Akonbassi, qu'on est tous cobayes. Un peu comme le porte le titre de l'ouvrage écrit par le professeur Serralini à l'issue de ces études. On considérer qu'on est tous des cobayes. On est tous des cobayes et là, je vous cette assure... Cette étude vient vous renforcer dans cette conviction. Et je vous assure que des industriels qui n'hésitent, qui ne reculent devant rien pour produire en grande quantité, en achetant des matières premières au rabais pour pouvoir satisfaire leur soif de devenir plus riches et plus riches encore au détriment de la santé des populations qui aujourd'hui souffrent de tous les maux. On parle d'obésité, on parle de diabète, on parle de maladies cardiovasculaires,
et de nouvelles maladies qui sont développées que les médecins ne maîtrisent plus parce que ce n'étaient pas des maladies connues des hommes avant. Alors dans ces conditions, quand ces mêmes industriels qui sont des multinationales aujourd'hui développent des organismes génétiquement modifiés, vous comprenez ma peur. Vous comprenez la peur de tout consommateur. Mais est-ce que, en revanche, vous comprenez quand même l'intérêt que pourraient représenter les OGM pour le combat en faveur de l'autosuffisance alimentaire? C'est que pour tout dirigeant politique, c'est chiche. Voilà une solution qui nous permet de nourrir un grand monde de personnes, de gens, pour faire face à la question de la famine, etc. Justement, ce sont des arguments qui sont agités ou défendus par les défenseurs des OGM. Et on va, avec la complicité de la régie, suivre aussi un extrait de ce documentaire qui campe un peu la question de l'enjeu ou de l'intérêt lié aux OGM. Les pro-OGM présentent les biotechnologies comme un prolongement des techniques classiques d'amélioration des plantes. À les entendre, ils ne feraient rien d'autre que ce qu'ont fait avant eux les paysans. Cette technologie serait juste un moyen plus efficace et plus rapide d'obtenir le même résultat. De surcroît, elle permettrait de résoudre le problème de la faim dans le monde en apportant aux paysans des semences mieux adaptées au climat ou permettant d'obtenir de meilleurs rendements. Sauf que ce ne sont que de belles promesses qui n'ont toujours pas d'existence réelle dans les champs. 80% des OGM cultivés à travers le monde ne servent en effet qu'à produire ou tolérer un pesticide. Vous l'avez indiqué, les pesticides en fait et les OGM qui vont avec, ou les pesticides qui vont avec les OGM ne sont, en fait, justifient selon cet extrait la fabrication des OGM parce que cela offre des éléments de test, n'est-ce pas? Et ce n'est pas tellement, selon vous, est-ce que oui ou non, il faut battre en brèche tout l'intérêt que peut représenter les OGM en termes d'évolution par rapport au combat pour l'autosuffisance alimentaire? Merci. Et moi, je suis un leader paysan. Et nous avons dit tout à l'heure que notre matière première, c'est les semences. L'OGM, l'introduction des OGM, c'est pour régler, les gens veulent régler un problème politique en disant produisez les semences OGM. Je le dis, quand les C4, les pays C4 se sont révoltés pour dire enlever les subventions, c'est à cause de ça, ça a des effets de distorsion sur la production cotonnière. C'est de là que les gens ont dit aller à la diversification. Parce qu'il ne faut pas donner une autre solution à d'autres problèmes. On a dit enlever les subventions que vous faites à vos producteurs pour que le commerce soit équitable. Mais au lieu de trouver solution à l'enlèvement de la subvention, on dit aller à la diversification. Et si aller à la diversification, c'est la production de l'OGM qui va permettre d'augmenter le rendement. Moi, je dis non. Je donne l'exemple papa. Les semences que nous avons aujourd'hui, en 2008, au moment où il y a la crise au niveau du monde en général, ce n'est pas l'introduction des OGM qui a fait que notre pays a produit du maïs en quantité et du riz en quantité jusqu'à ce que nous avons fait dans le Niger. L'affaire est ailleurs. Ce n'est pas l'introduction des OGM. Mais les OGM auraient pu aider à faire mieux? Non, je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr parce que l'introduction des OGM, dont on dit réduction des pesticides, on n'arrive pas à bien traiter les choses, augmentation des rendements et autres là, ce n'est pas ça. Parce que ça développe encore d'autres insectes que nous ne contrôlons même pas. Nous sommes en train de lutter contre un problème, mais ça crée encore un autre problème. Je donne l'exemple du Burkina, sur le coton BT. J'ai été là-bas, mais je n'ai pas vu la différence qu'il y a entre le coton conventionnel et le coton BT introduit. Parce que quand on a fait la mission, moi j'ai laissé les techniciens, je me suis approché de mon producteur comme moi, j'ai dit, dis-moi la vérité. Est-ce que la production du coton BT là, qu'est-ce que ça apporte pour toi? Il a dit, pour ne pas mentir, parce qu'on nous a amené au moment où le coton était encore chaud là. On attend même la récolte pour voir si ça a donné plus de rendement que le coton conventionnel. Mais nous, on n'est plus là. Mais il nous a dit qu'il a traité 4 fois.
Le conventionnel, ils ont traité 6 fois. Mais il y a d'autres insectes qui sont développés, qui les obligent à traiter encore 2 fois, avec d'autres produits. Alors, quand vous parlez d'autres insectes, c'est à croire que l'introduction des OGM crée des générations spontanées d'insectes qu'on n'a jamais connus. Est-ce que c'est le cas ou bien plutôt des résistances manifestées par des insectes qui existaient à ces produits-là? Non, du tout pas. Parce qu'on n'a jamais vu, parce que le producteur m'a dit, quand ils ont traité ce coton BT, ils ont commencé par avoir des insectes qu'ils n'ont jamais vus sur le territoire. Est-ce que vous me comprenez? Qu'ils n'ont jamais vu ça sur leur territoire. Donc c'est ça qui m'a amené à dire, parce que quand on voulait même introduire le coton BT, j'étais le premier responsable des producteurs du coton du Bénin. J'étais allé avec le premier responsable burkinabé à une rencontre avec Monsanto. Et c'est en ce moment qu'ils nous ont donné les vrais avantages que ça donne de rendement. Mais moi, j'ai dit, je mets un peu de tout par rapport à ça. Moi, je ne peux pas encourager ça là dans mon pays. Mais l'autre l'a fait. Mais aujourd'hui, ils ont les résultats. Le Burkina, aujourd'hui, ne veut plus produire le coton BT. Oui, quand vous dites le Burkina ne veut plus, c'est dans les rangs des cotonculteurs burkinabés voilà. Ou au niveau officiel? C'est le rang des cotoculteurs. Mais au niveau officiel aussi, il y a des scientifiques aussi qui se disent, qui ont des doutes par rapport à ça. Est-ce que, tenez-vous bien, est-ce que l'Inde, aujourd'hui, la Cour suprême de l'Inde interdit la production de l'OGM? Est-ce que l'Inde, qui est un pays très très développé, la Cour suprême a dit l'interdiction du coton? J'ai été en Inde la semaine, le mois passé. J'ai rencontré les scientifiques. Aujourd'hui même, eux-mêmes, ils ont encore des doutes parce qu'à chaque fois qu'ils produisent le coton OGM, il y a des résistances. Et ils sont toujours dans le perpétuel de recherche pour pouvoir aller comme ça. Alors, vous qui participez à ces forats où vous rencontrez les multinationales qui défendent les OGM, qui en font la promotion, les scientifiques qui résistent de tous les faire, comme vous, associatifs, etc., est-ce qu'ils sont au courant, depuis septembre, c'est quand même normal, on ne peut pas imaginer qu'ils ne soient pas au courant de ces résultats. Quel accueil réservent-ils à ce type d'expérimentation, surtout quand on sait que des pays ont basé une partie de leur croissance sur les biocarburants, tels que le Brésil? Aujourd'hui, le cas du Brésil, aujourd'hui, c'est palpable. Nous avons eu les informations que la destruction du sol, des terres brésiliennes aujourd'hui amène les autorités brésiliennes à retourner encore en arrière pour revoir encore la tradition. Parce qu'ils ont poussé l'industrie, ils sont allés plus loin et ça a des effets négatifs sur les producteurs au niveau du Brésil. Ils se sentent, on dit, le Brésil il fait partie des puissances, mais ils ont des problèmes internes à leur niveau. Donc ce travail, c'est très important que nous devons travailler en conséquence pour comprendre. Et notre recherche aujourd'hui, la recherche béninoise, ce n'est pas la technologie qui nous manque, mais nous n'avons pas les matériaux nécessaires pour pouvoir travailler, pour faire sortir les résultats. Nos patrimoines génétiques, il suffit de les travailler, de les améliorer, et nous n'avons rien à envoyer à l'introduction des OGM. Celui qui veut introduire l'OGM, c'est encore une autre forme de colonisation. De colonisation. Ah, oui. Alors, une question rapidement à M. Akrambassi pour savoir si, au niveau de votre association, puisque vous parlez d'une certaine prise de conscience au niveau des consommateurs par rapport aux enjeux, aux risques liés à l'utilisation des OGM et tout ce cobaye, vous pensez, est-ce que dans les rangs des consommateurs, vous recevez souvent des complaintes liées éventuellement à des effets, éventuellement, je prends la précaution de le dire, à l'utilisation de produits supposés d'origine OGM? Le problème est délicat dans la mesure où le moratoire en principe interdit l'importation et l'utilisation des OGM dans notre pays. Mais vous avez dit qu'on a du mal à contrôler. Oui, on a du mal à contrôler. Ce qui fait que quand les gens se plaignent aujourd'hui, nous ne pouvons pas toucher du doigt pour dire c'est spécifiquement les OGM. Mais de façon générale, nous savons qu'il y a le phénomène de la malbouffe où, de façon certaine, ça, on douterait très peu. C'est sûr que les OGM viennent à travers les conserves et tout ce que nous recevons
Puisque quand par exemple vous prenez les surgelés, en particulier la volaille, c'est souvent des volailles qui ont été nourries à des OGM. Et ça sur le cordon. Donc, vous n'avez pas les moyens de le on prouver. n'a pas les moyens techniques de prouver. Donc aujourd'hui, les gens se sentent mal, les gens souffrent de maux qu'on ne maîtrise pas. Et il faudra bien que les scientifiques de notre pays commencent par s'activer réellement. Certes, ils font déjà un travail, mais il aura fallu certainement que le gouvernement les accompagne en donnant le moyen. Parce que ce qui nous inquiète plus, nous autres, c'est quoi? Quand vous prenez un pays comme le Bénin, qui n'a pas beaucoup de moyens, un pays pauvre, très endetté, alors, quand éventuellement il y aura des maladies dont les conséquences, les mutations génétiques, on va commencer par avoir des mutants, comment est-ce que nous allons pouvoir faire face quand nous savons que pour une petite inondation, nous sommes obligés de solliciter de l'aide extérieure? Vous agitez un scénario fiction catastrophique digne d'un film de science-fiction C'est vrai que j'en ai regardé beaucoup noir, quand j'étais enfant. mais j'espère qu'on ne va pas en arriver là. Je voudrais juste savoir, puisque Akram Bessi dit qu'on n'a pas développé suffisamment de moyens de contrôle, de vérification des produits qui nous sont importés, au-delà des questions d'étiquetage, pour analyser même les contenus des produits, pour vérifier si ils comportent des traces d'OGM. J'ai entendu sur un plateau médical dirigé justement, animé par ma consoeur Brigitte Adela-Kongoussou, un spécialiste de la santé, parler justement des dangers de leucémie, des risques de leucémie liés à la consommation de produits carnés frais gardés longtemps dans le froid. Mais qu'est-ce qui est fait par rapport au moratoire, au deuxième moratoire qui expire en février 2000? Qu'est-ce qui est fait au Bénin pour essayer de préserver le Bénin contre l'invasion des OGM, à défaut de pouvoir les maîtriser? Mais je dois avouer que pas grand-chose. Parce que nous avons justement évalué le moratoire. Justement. Et d'abord, on a été vraiment désagréablement surpris de constater que, par exemple, une direction, un service central qui doit contrôler la qualité des aliments, comme la direction, la DCQP, je crois. La DPQC. Voilà, la DPQC. On s'est rapproché. Mais ils veulent bien contrôler, mais ils n'ont aucun moyen, ils n'ont aucun équipement qui leur permette de savoir si un produit OGM est rentré dans ce pays ou pas. Déjà là. Ensuite, tout ce que j'ai énuméré tout à l'heure. La direction de l'agriculture a pu avoir un laboratoire, nous a-t-on dit, de référence quand même internationale. Mais figurez-vous qu'on a équipé un autre laboratoire, le laboratoire de génétique et de biotechnologie de la FAST à l'université, à l'occasion du projet régional biosécurité. Ils ont reçu des équipements, mais jusqu'ici, aucune mesure n'a été prise pour l'utilisation de ces équipements-là. Et pire, c'est que normalement, ces équipements doivent servir pour un laboratoire de biotechnologie et de biosécurité, excusez-moi, de biosécurité pour le Bénin. Mais là où nous sommes actuellement, les équipements sont dans un laboratoire qui fait de la biotechnologie au lieu de faire de la biosécurité. Et heureusement, nous avons évoqué ce problème-là au cours de l'atelier où on a validé les rapports d'évaluation des moratoires. Le point focal, biosécurité au Bénin, nous a dit que normalement, ces équipements qui sont dans ce laboratoire doivent être utilisés, doivent être réceptionnés à condition que le ministre de la Recherche scientifique signe une convention avec le ministre de l'Environnement, de l'Habitat et de l'Urbanisme, n'est-ce pas, disant que les équipements sont pour la biosécurité. Et si jamais ils ne faisaient pas ça, en tout cas nous, en tant qu'activistes, j'accepte le nom, nous sommes là. Vous l'assumez. Nous sommes là pour voir et puis pour veiller à ce que les équipements servent effectivement à ça. Au niveau institutionnel, la question qu'on peut se poser, est-ce qu'il y a une sentinelle institutionnelle? On a parlé de comité biosécurité nationale. Le comité national de biosécurité. Il est fonctionnel, oui ou non? Ce comité n'est pas fonctionnel, je regrette. Et ensuite, quand je regarde aujourd'hui la composition de ce comité, rien n'a été fait pour que ce comité vraiment joue ce rôle-là. On a essayé de faire quelques formations.
Et tout récemment, ils ont fait des formations. Vous êtes membre de ce comité? Pardon, non. Vous êtes membre de ce Non, comité? moi je ne suis pas membre. Mais il y a des organisations de la société civile qui sont représentées, c'est vrai. Mais nous savons aussi quel est le niveau aujourd'hui des capacités de ce comité-là. Ils ont fait récemment quelques formations pour les gens, les membres de ce comité. Mais vous les avez saisis des résultats du professeur Serralini? Ah ben écoutez, on aurait voulu bien discuter avec nous. Par exemple, nous organisons, comme vous l'avez dit, des cours de haut niveau ici. Sur à quel public? Le cours est adressé à des cadres, des jeunes chercheurs, des gens qui travaillent dans des organisations de la société civile, qui s'occupent du développement et qui viennent de tous les pays francophones d'Afrique. Et récemment, on a fait le cours. Mais il est arrivé que nous avons proposé au point focal d'envoyer les membres du comité national de biosécurité dans ce cours-là, où des chercheurs de haut niveau arrivent justement pour leur parler. Ils sont venus? Mais ils ne sont pas venus. Ils ne sont pas venus. Et ce que je voudrais dire ici, c'est que là où nous sommes aujourd'hui, et je pense que quand on voit les résultats de l'étude du professeur Serralini, on peut dire qu'en ce qui concerne le Bénin et la sous-région, nous sommes dans de mauvais draps. Donc il y a l'urgence à agir. Que faut-il faire? Il y a urgence à agir. Il y a urgence à agir. Je pense que jusqu'ici, les moratoires n'ont pas été, on n'a pas fait ce qu'il faut, n'ont pas été bien respectés. Et je crois que le bon sens demande qu'on se ressaisisse et qu'on se dise, écoutez, si nous ne sommes pas avancés, il faut que nous prenions toujours des précautions. Je pense qu'il faudrait reconduire les moratoires et les reconduire encore pour plus longtemps, pour qu'on ait le temps, d'abord de faire pression et que les autorités de ce pays se donnent les moyens de faire ce qu'eux-mêmes ils ont mis dans les moratoires, ce qui ne se fait pas aujourd'hui. Ensuite, il faut dire que en ce qui concerne, même déjà, on parle des OGM, mais là c'est la même chose pour les pesticides et que l'on utilise que les herbicides. Je pense que dans notre pays, on doit commencer aujourd'hui à faire des études, surtout dans les zones cotonnières, où on utilise le Roundup massivement. On utilise même des produits qui se rapprochent de l'agent orange. Vous savez, l'agent orange qui est défoliant, que les Américains ont utilisé au Vietnam pour désherber et pour lutter contre les mauvaises herbes. En Europe, on a constaté que les paysans, les producteurs agricoles qui ont, pendant un certain temps, utilisé ces produits, ont commencé à développer des maladies. Et ce livre encore auquel je reviens a cité un certain nombre de maladies qui sont développées, par exemple des cancers, qui sont développées, des maladies neurodégénératives, vous voyez, des troubles de la reproduction. On a constaté que parfois des malformations sont venues du fait que les agriculteurs qui utilisent ces produits-là dans leur population, on a le diabète. Et ces produits sont utilisés au Bénin, ça? Ces produits sont utilisés au Bénin. Et je pense que là où nous sommes aujourd'hui, on doit pouvoir demander que des études, on commence à faire des études dans les régions comme Banikwara, les grandes zones de production cotonnière où ces produits sont massivement utilisés. Oui, et nous continuons de dire que nous devons organiser la veille. Et j'aime citer cette phrase-là de Einstein, et c'est pourquoi il dit ça. Il dit, le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui les regardent sans rien faire. Et nous avons décidé de ne pas regarder sans rien faire. Et surtout de ne pas voir la catastrophe arriver sans bouger. Alors, on est à la fin de cette émission. Vous avez tracé un certain nombre de pistes, de perspectives pour changer de paradigme. Et justement, si on doit changer de paradigme, quel sera votre plaidoyer à vous, à Cambessis? Mon plaidoyer va directement en la direction du président de la République. Et je voudrais profiter de l'occasion pour lui souhaiter mes meilleurs vœux pour 2013, que toutes ces pensées positives se réalisent. Et comme premier vœu que nous, les consommateurs, nous souhaitons, c'est qu'ils prennent résolument et à bras le corps la question des OGM, parce qu'il s'agit de la vie des Béninois actuels, il s'agit de la vie des Béninois de l'avenir. Et comme il aime tellement ce pays, je voudrais bien que cette question revienne sur tapis et que les scientifiques, les cadres s'y attardent pour qu'on protège le consommateur béninois. Merci beaucoup à vous, Monsieur Robin Desbois, de la question
des consommateurs au Bénin. À vous, producteur agricole sur ce plateau, le dernier mot, c'est un honneur pour vous parce que la question, finalement, vous touche directement, vous qui êtes les premiers utilisateurs. Effectivement, je vais demander au chef de... Parce que l'adoption de notre programme de relance du secteur agricole qui veut faire de notre pays une puissance agricole est un bon document consensuel, que sa mise en œuvre va permettre de relancer effectivement notre agriculture. Même si on arrive à faire 60% de ce qu'on a retenu dans ce document, nous n'avons rien à envier pour dire qu'il n'y a pas de sécurité alimentaire. Donc ce travail, la mise en œuvre tarde. Je demanderai au président de la République de mettre bouquet double pour que la mise en œuvre de ce programme soit effective dans notre pays. Et que tout ce travail que nous allons faire, nous les organisations paysannes, les semences, c'est notre poumon. Nous ne pouvons pas être dépendants des semences. Les gens veulent tuer l'agriculture africaine. Parce que si on est dépendant, on ne peut pas mettre le ventre dans la main d'un individu. Les gens veulent tuer notre agriculture en nous imposant des semences. Parce que les OGM, c'est des semences détenues par un seul multinational qui, à chaque année, vous devez faire recours à lui avant d'avoir ces semences. Nous ne pouvons pas être dépendants des semences. Il faut qu'on travaille sur notre recherche, mettre les moyens à la disposition de notre recherche pour que notre recherche travaille, pour que notre patrimoine génétique soit amélioré pour le service de notre développement de notre agriculture. Merci à vous, braves hommes associatifs qui vous battez sur le champ de l'utilisation précautionneuse des OGM, des organismes génétiquement modifiés, visiblement sans tirer de conclusions hâtives pour le moment, parce que le débat se poursuit, la polémique va bon train dans les rangs des scientifiques sur l'innocuité ou non des OGM, mais à la fin de ce plateau, moi j'ai juste envie de dire être ou ne pas être, telle est la question, a-t-on dit jusque-là. Mais à partir de ce soir, on peut se demander si on ne pourrait pas récupérer la formule à notre compte et dire consommer ou non intégralement, aveuglément les OGM ou avec précaution. Est-ce que telle n'est pas la question aujourd'hui qui entoure les enjeux OGM par rapport au développement de l'agro-industrie? Question à méditer par tous, société civile, décideurs et scientifiques. Science sans conscience, ruine de l'âme, a dit l'autre. À méditer. Merci, à bientôt.